dire, mon œuvre transmédia depuis 2001. J'ai fait divers sujets sur le web, le cinéma fantastique, le cinéma d'horreur, les films de Cinébis et CinéZ, la peinture de figurines. J'avais un webzine, d'ailleurs, qui était un webzine de fantasy qui a donné naissance au Donjon de Nullbuck, en fait, parce que c'était déjà les premiers écrits un petit peu décalés que je faisais sur le sujet. À l'époque, il y avait de l'infographie. Je faisais notamment des morceaux d'images pour les sites web des gens. Voilà. Et tout ça a fini par donner naissance au bout d'un moment. Tiens, il y a quelqu'un qui a des problèmes d'audio, j'ai l'impression. Tout ça a fini par donner naissance au donjon. Et donc là, maintenant, vous avez assez vu ma tête. Je vais passer en écran partagé, si ça veut bien. Hop, on va voir, je réessaye. Ah, voilà. Hop. Voilà. Alors, ce sont donc, ça tombait très bien que Hugo me propose de participer à cet événement. Je venais juste de faire, donc, il y a quelques semaines, un petit bilan, parce que quand on travaille sur plein de projets comme ça, on a beaucoup la tête dans le guidon, en fait, comme on dit. Et je ne m'étais jamais posé trop la question de ce que j'avais fait, voire même parfois j'avais oublié des trucs que j'avais fait. De temps en temps, je retombe sur mon site, sur quelque chose, et je me dis, ouh, c'est vrai que j'avais fait ce machin. Et voilà, donc je vous fais un petit résumé. Donc, le Donjon de Nullbuck, c'est un format audio. Alors on va dire le premier format qu'il a fait connaître, format audio avec des épisodes. Donc, on a 44 épisodes, dont certains étaient coupés en deux parties parce qu'à l'époque, les gens n'avaient pas beaucoup de bande passante. Donc, je faisais récupérer des épisodes plus petits. J'ai 15 épisodes en saison 1. Qui ont été refaits pour 3 d'entre eux en version nouvelle génération, avec un son un peu plus propre. J'en ai 15 en saison 2 et pour le moment, j'en ai 14 pour la saison 3, sachant que j'ai eu un peu de mal à suivre l'audio à partir d'un moment parce que j'avais un petit peu trop de choses à faire et que la vie d'auteur n'est pas forcément facile tous les jours. J'ai des résumés audio pour les saisons 3, 4 et 5 qui sont sortis en roman. Je ne voulais pas priver les gens en fait du Donjon de Nullbuck s'ils n'avaient pas envie de lire l'histoire en roman. J'ai des bonus, donc des publicités, des bonus de conférences même, qui sont nettement moins sérieuses que celle-là, des bonus divers, une bande-annonce. Alors, bande-annonce que j'ai d'ailleurs refaite à un certain stade parce que la première était vraiment trop moche. J'ai des contenus et sketchs inédits qui sont disponibles parfois sur mon SoundCloud. Parfois, on ne les retrouve pas parce que je les ai virés, parce qu'ils étaient trop vieux. Et bon, là, en ce moment, je suis en train de me remettre aux épisodes après une longue période un peu chaotique. Donc, le format audio, c'était aussi la musique. J'ai démarré la musique Nullbuck à peu près en 2002. Et donc, a priori, maintenant, on a à peu près 40 morceaux écrits et enregistrés par le groupe, avec aussi des chansons ultra courtes. On a des mini-capsules audio qui sont inédites sur les CD qui servent en fait de plateforme entre la partie audio-aventure et la partie audio-musique. Technique, en fait, ce ne sont pas les voix des personnages de l'audio qui chantent dans les disques. Alors, la raison principale pour ça, c'est que en fait, je fais toutes les voix des personnages principaux et que ce n'est pas possible de faire plusieurs voix en même temps sur une scène, notamment. Et bon, en fait, comme les voix sont pas mal trafiquées, ça donnerait des musiques un peu étranges. Et je ne dis pas que ce n'est pas possible, parce que je l'ai déjà fait. On a déjà des morceaux avec la voix de la magicienne, de l'elfe, etc. Mais d'une manière générale, quand on chante, c'est le Naul Band. Donc voilà, chaque membre du groupe a un petit rôle qui correspond à peu près à la saga audio. Donc, on a fait environ 150 concerts du Naul Band en pays francophone. On a des parutions physiques de CD avec une compilation, un disque live. Donc, on avait 3 CD, une anthologie numérique qui est désormais disponible parce qu'on en avait marre un peu de se galérer avec les disques physiques.
Et on a toujours des nouveaux morceaux en cours d'enregistrement. Alors, des fois, ça dure plus ou moins longtemps. En ce moment, la période est propice pour ça, puisque, en fait, on ne peut pas faire de concert depuis plus d'un an. Donc là, on s'est dit, c'est le moment ou jamais de faire de la nouveauté. On en a fait quelques-uns l'année dernière. Et là, on en a 2 ou 3 en cours qu'on espère partager bientôt. Au niveau musique, j'ai aussi fait la bande-son intégrale du jeu vidéo L'Amulette du désordre. Donc, je vais en reparler un peu plus tard parce que c'est aussi un format qui, de base, est transmédia. Et donc, j'ai adoré travailler là-dessus. Et j'ai fait la musique orchestrale du jeu de A à Z. À la base, c'était pas vraiment prévu, c'était pas trop prévu que je le fasse tout seul, mais finalement, je l'ai fait tout seul. Voilà, on a en format bande dessinée à partir de 2005, on a lancé une série. Alors, à la base, c'était pas mon idée, c'était l'idée de la dessinatrice Marion Poinceau qui m'a contacté pour le faire. Et ce n'était pas tellement mon univers, la bande dessinée, mais finalement, j'ai pas mal adhéré et surtout le public a grandement adhéré. Donc, à l'heure actuelle, on a 25 tomes de la série principale. On a 3 tomes hors série, on a des tomes collector. On a aussi, avec Guillaume Albin, un autre partenaire dessin, 2 tomes de La Malédiction de Tirlouit et 2 tomes des Sbires du Donjon, qui sont des spin-offs. Et avec Zaz et Le Fab, des amis à moi, qui travaillaient dans les années 2000, on a aussi 4 tomes de La Tour de Kila, ainsi qu'un roman qui a été écrit par Zaz. Alors, mon format de prédilection, moi, depuis le début, en fait, c'est le format littéraire. Le format audio a été pour moi un peu accidentel, comme beaucoup de choses. Mais voilà, je suis un petit peu un aventurier comme le Ranger, donc je teste des trucs. Et voilà, le format littéraire, c'est ce que je faisais donc avant de faire le donjon Nullbuck en audio. J'avais déjà écrit un roman fantastique à l'époque que j'ai sorti plus tard. Et surtout, j'écrivais beaucoup de choses en ligne. Mon site est vraiment plein de textes, que sur tous mes sites. J'écrivais beaucoup de choses et je faisais notamment, à l'époque, donc il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas, beaucoup de gens n'avaient pas leur propre site parce que ça demandait des compétences techniques. Et donc, je partageais sur mon site les écrits d'autres personnes qui n'avaient pas de site pour le faire, dans le site Horreur sur le web notamment. Je partageais des nouvelles que les gens m'envoyaient. Euh, donc, moi, mon truc, effectivement, c'était le littéraire à la base. Et du coup, assez vite, sur le donjon de Nullbuck, s'est posé la question de mettre un petit peu à plat tout ce qui était écrit sur les autres formats dont je vais vous parler dans cette liste. Et voilà, j'ai commencé la saison 3 directement en roman. Et ça s'est suivi jusqu'à la saison 6. Et sachant que j'ai aussi écrit la 1 et la 2 après, au milieu un petit peu de la série, parce qu'en fait, il y avait un cycle en roman qui n'était pas commencé. En fait, il était terminé, mais il n'est pas commencé. Donc, j'ai fait une adaptation roman des segments à la base sous forme de dialogue. Donc, ça a été un petit peu compliqué. Il a fallu se poser beaucoup de questions pour que ça ne soit pas juste un copier-coller de dialogue sans intérêt. Je voulais faire un vrai livre qu'on lit quand on est lecteur de livres. Donc voilà, avec le style que j'avais mis en place pour les autres romans, etc. Donc voilà, j'ai 5 romans qui représentent 6 saisons et j'ai un roman spin-off que j'ai écrit aussi qui représente le côté, on va dire, militaire, policier de ce qui se passe sur l'univers, on va dire, du donjon de Nullbuck, avec des soldats en fait qui vivent des aventures au quotidien et qui font partie d'une espèce d'enquête sordide. Le jeu de rôle et texte ludique, donc ça, ce sont aussi des formats sur lesquels j'ai travaillé avec, avec le donjon à partir de 2009, en fait. Donc à la moitié du parcours, j'ai commencé à faire ça. Encore une fois, c'était pas mon idée, ça. C'était quelqu'un qui m'a dit ce serait pas mal, parce qu'il y avait un grand creux dans le jeu de rôle à l'époque. À partir des années 2000, enfin, milieu des années 90, ça a été assez dur pour les rôlistes. On a eu une très mauvaise presse et du coup, il n'y avait plus trop de recrutement, entre guillemets, pour les gens, et de recrutement de nouveaux joueurs. Et donc, on m'a dit, bah, ce serait pas mal en fait, d'utiliser le donjon de Nullbuck, qui est une œuvre basée sur le jeu de rôle papier,
pour initier les gens au jeu de rôle papier. Donc, j'ai créé ce jeu. Alors, ce n'est pas un jeu qui révolutionne le jeu de rôle du tout. C'est peut-être par son format, qui est un format modulaire et gratuit. Mais voilà, l'idée, c'était juste de faire découvrir le hobby à des gens. Et il s'est avéré qu'à force de travailler dessus, c'est devenu un jeu qu'on peut jouer pendant de nombreuses années, puisqu'il a assez de contenu pour ça. Voilà, donc, alors, en termes de transmédia, le jeu de rôle, c'est assez ultime, puisqu'on a du texte, de l'image et même des choses un peu étranges que je vais vous partager maintenant. Par exemple, au tout début de la saga, j'ai fait cette carte de la Terre de Fang parce que j'aime bien savoir où je suis quand j'écris quelque chose. Alors, c'est un réflexe de rôliste, hein, en fait. Quand on met une carte sur la table en jeu de rôle, tout de suite, les gens peuvent avoir une meilleure vision de où on se trouve, qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les possibilités à moyenne, courte distance ou grande distance. Donc, j'avais fait ce petit territoire qui n'est pas bien grand. Et au fur et à mesure des développements, alors là, si vous regardez, ça, c'est la toute première carte, enfin, c'est la deuxième, en fait, parce que c'est la version de Marion basée sur une carte que j'avais dessinée. Et il y a quelques années, cette terre de Fang est devenue ça. C'est-à-dire, c'est exactement la même carte, hein. Mais là, on a gagné l'enrichissement transmédia, en fait, a fait gagner en densité d'informations. Bon, il y a aussi le fait que les résolutions de travail étaient beaucoup plus importantes. Donc, j'ai pu me lâcher sur la définition. Mais là, vous avez la carte HD. C'est une carte vraiment née du transmédia. C'est-à-dire que par rapport à ce que vous avez vu au début, qui était une carte de 2002 ou 2003, là, vous avez 15 ou 16 ans, je crois, parce que ça, je l'ai fait il y a 3 ou 4 ans. 15 ou 16 ans de travail sur l'écrit, sur l'image, sur le gameplay, puisque dans le jeu de rôle, on a des éléments de jeu, on a des éléments interactifs, ludiques, etc. Et tout ça, ça enrichit cette carte. Donc, moi, je travaille beaucoup là-dessus. J'ai été obligé de faire une carte du continent entier pour les besoins du jeu de rôle. Donc, vous voyez la terre de Fang au milieu. Et donc, on peut redescendre comme ça jusqu'au niveau de la carte du pays, jusqu'au niveau des plans des villes que vous voyez là. Et parfois, dans certains cas, vous êtes au niveau des habitations ou des quartiers. Voilà. Donc, ça, c'est un travail un petit peu fou, hein, puisque là, on parle, ça, c'est du travail que je fais depuis plus de 10 ans. C'est très loin d'être fini. Évidemment, je ne fais pas tout au même niveau de détail, mais l'idée, c'est voilà, là, vous avez un petit camp militaire dans une forêt qui fait partie d'une de mes saisons en roman. Là, on a un plan militaire dans une extension. Voilà, tout ça, ça enrichit le côté transmédia avec une image qui est à la fois une image ludique, entre guillemets, puisqu'on peut s'en servir pour imaginer du scénario, pour même progresser avec, avec l'utilisation des tables virtuelles ou même sur une table, hein, une table de jeu de rôle imprimée. Les gens peuvent positionner leurs pions, dire moi je vais là, là il se passe telle chose à tel endroit. Ça aide le maître du jeu à décrire les choses. Et donc récemment, là, je me suis mis à faire des cartes un peu plus jolies parce que c'est un peu mon hobby. Donc les dernières que je produis, c'est ça. Ça, c'est une carte de région. Donc oui, voilà, il y a vraiment divers niveaux de granularité sur le travail transmédia des cartes. Et tout ça pour revenir à ma petite liste. Alors, voilà, ici. Donc, jeu de rôle gratuit. Alors ça oui, ça m'a occupé déjà donc depuis 2009. Je travaille toujours dessus. J'ai sorti des extensions il n'y a pas longtemps, là. Donc, il y a plein de documents, des documents qui servent à des tas de trucs. Vous avez des choses très importantes et puis des machins complètement bizarres, comme par exemple, j'ai un générateur d'excuses. Alors là, vous en voyez que la moitié, hein. Un générateur d'excuses à la noix de Revax sont des tableaux qui sont basés sur des matrices de D20 avec en fait des millions de combinaisons pour faire des phrases marrantes. Voilà, ce genre de choses existe
dans le donjon. On a donc carte et plan, j'en ai parlé. J'ai publié aussi des documents de ma communauté. Alors, pour ça, il y a une très grosse demande. Malheureusement, je ne peux pas y répondre depuis quelques années. Dès que j'ai commencé à faire le jeu de rôle, le jeu de rôle, on sait, c'est un loisir un petit peu complet, hein. Il y a beaucoup de gens qui font de la création dès la première minute où ils ouvrent un livre de jeu de rôle, ils commencent à avoir des idées. C'était mon problème quand moi j'étais jeune et que je faisais du jeu de rôle. Et c'est aussi, enfin, je veux dire, mon problème entre guillemets, parce que je trouve que c'est positif. Et il y a beaucoup de gens pour qui c'est le cas. Donc, évidemment, les gens, quand ils ont découvert le jeu de rôle Nullbuck, m'ont envoyé un tas de choses, des scénarios, des extensions, des possibilités nouvelles, etc. J'ai eu le temps d'en partager quelques-unes. Et puis après, j'ai plus trop m'en occuper parce que je ne trouvais plus le temps de m'occuper moi-même de ce que je faisais pour le jeu. Il y a des livres-jeux qui sont parus. Nous avons un bestiaire qui a été publié, qui est un des plus gros bestiaires de l'histoire du jeu de rôle. En fait, on a 820 opposants dans le même livre, donc c'est un gros boulot, plusieurs années, etc. Donc ça, c'est la suite. On a aussi toujours sur le transmédia, du format jeu et des bonus. Donc, on a alors la grosse plateforme, c'est le jeu vidéo l'Amulette du Désert, qui est sorti en septembre dernier, où on retrouve tous les métiers du transmédia. Finalement, on est pas mal proche d'Internet en termes de plateforme, puisqu'à l'intérieur, on peut avoir de la vidéo, du son, des textes à lire et en plus la dimension ludique. Donc, voilà, j'ai adoré évidemment travailler sur ce jeu. Donc là, j'ai travaillé comme je fais d'habitude, sur tous les métiers en même temps, donc l'écrit, la musique, les voix et le gameplay. On a eu une parution physique d'un jeu de plateau qui est une espèce de jeu de rôle light il y a une dizaine d'années avec Repos Prod, qui s'est très bien passé d'ailleurs. Une parution numérique gratuite d'un jeu de plateau qui s'appelle Noblesse de Glarg, que je distribue sur mon site web, qui est un genre de portage de Monopoly complètement chaotique, avec une dimension tactique dedans, parce que dans le Monopoly, il n'y en a pas vraiment. Et ouais, un jeu assez fourbe, en fait, où on doit donc devenir des nobles de la terre de Fang. Tout ça, ce sont des projets qui sont nés de cette espèce de boule de neige de création qui apparaît au fur et à mesure de mon travail transmédia. J'avais en fait tout ce qu'il fallait pour le faire, qui était déjà écrit. Donc là, vous retrouvez les noms des lieux, rues, etc., les noms des dieux. Kadiro est un dieu, par exemple. Vous voyez au milieu. Ça, ce sont des dieux qu'on a en terre de Fang qui ont donc leur propre religion. Ils ont un intérêt de figurer là-dedans. On a, voilà, on a des lieux, on a des concepts, etc., qui figurent dans cette carte. Et où est-ce que j'en étais? Voilà, donc ça, c'était les jeux. Et on a travaillé un moment sur le format audiovisuel. Malheureusement, ce projet-là n'est pas terminé. Il a bien commencé et puis le producteur a déposé le bilan à un moment donné parce qu'il ne savait pas gérer le projet. Donc, c'est un petit peu la catastrophe du parcours Naëlbuck pour le moment. C'est on a ce projet que les gens attendent depuis un moment. Beaucoup d'entre eux ont participé même à un crowdfunding pour une étape de production. Et donc, on a un produit qui n'est pas livré. Alors, si jamais vous avez participé ou si vous êtes intéressé par ce qui s'est passé à ce moment-là et ce qui continue de se passer, parce qu'on est toujours sur la production, j'ai mis sur le site, vous avez une petite adresse là, avec un PDF dans lequel j'explique les tenants et aboutissants du projet depuis son démarrage jusqu'à à peu près maintenant. À ce stade, on en est à attendre que la production reprenne. Et évidemment, ce n'est pas aussi simple. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, parce que donc ça, c'est une partie de. Alors, côté transmédia, là, j'ai travaillé à l'écriture, j'ai fait les voix aussi, comme pour le jeu vidéo. Et par contre, je n'ai pas travaillé sur la musique, puisqu'on n'a pas eu le temps d'en arriver là. Enfin, à vrai dire, j'avais commencé à travailler sur la musique. Et finalement, comme le jeu vidéo, qui était un projet qui était né à peu près en même temps,
a vraiment avancé et lui se dirigeait vers une parution, ce qui d'ailleurs s'est produit, j'ai repris mon travail que j'avais prévu pour la version audiovisuelle et je l'ai mis dans le jeu vidéo, ce qui était en plus pour moi encore plus intéressant en tant que gamer. Voilà. Donc voilà, on a plusieurs choses qui sont parues au cours des années avec des degrés d'écriture un petit peu variés. Alors, je profite de cette intervention pour parler de ma méthode de travail. En fait, j'avais fait un petit organigramme il y a quelques années pour un sujet sur les formats Nailbuck. En fait, le travail que j'ai effectué, il peut être vu un peu comme une pyramide qui est construite en même temps par le haut et par le bas. Alors, voilà, donc c'est effectivement un peu bizarre. Au début, alors je dis pourquoi je dis une pyramide? Parce que la partie la plus connue, c'est le sommet de la pyramide, donc les épisodes MP3, qui sont en fait qui est un format qui permet pas tellement en fait de se s'apesantir sur les détails. La saga Naheulbeuk, à la base, elle est conçue presque uniquement de dialogues, on va dire à 99% sont des dialogues. Il y a très peu de descriptions, très peu de mise en situation, pas de narration, pas d'ellipse. Enfin, c'est vraiment l'idée, c'était vraiment quelque chose d'immersif, quelque chose à vivre sur le moment présent. Et en fait, c'était peut-être presque on va dire, un instantané de partie de jeu de rôle, en fait, que je voulais retranscrire en MP3. Donc, c'est quelque chose qui a rapidement donné naissance à des bonus audio et des chansons. Alors, pourquoi des chansons? Parce que moi, j'étais musicien avant même d'aller sur Internet et je travaillais à ce moment-là dans la musique celtique avec un groupe parisien qui s'appelait Tornaud. Et donc, étant donné que j'étais en train d'écrire des choses dans un univers un petit peu très acoustique, on va dire, qui ressemblait pas mal à ce qu'on faisait en musique à l'époque avec mon groupe, on n'avait que des instruments acoustiques. Je me suis dit, ce type de son serait particulièrement adapté pour raconter des histoires de taverne, mais des histoires qui auraient un sens, donc avec une petite réflexion ludique derrière encore sur que font les aventuriers en vrai, en fait, puisque le point de départ du donjon de Naheulbeuk, c'est de montrer que on n'est pas, sur une démarche héroïque comme la plupart des gens qui jouent d'ailleurs. On est là pour sauver sa peau, pour s'enrichir, etc. Et ça fait partie de ce petit décalage qui fait que les personnages du donjon de Naheulbeuk ont une personnalité un peu d'anti-héros ou enfin, ils ne sont pas très doués, mais ils sont parfois prêts à tout. Voilà, donc les chansons sont nées assez rapidement et font aussi partie du haut de la pyramide dans la mesure où elles prennent des petits instantanés, parfois vraiment très petits, d'une aventure pour faire une comptine avec. Assez rapidement, on a eu les BD et illustrations. Alors, les illustrations, c'est arrivé très vite, la BD un peu moins. Mais évidemment, le fait que j'ai un univers uniquement sonore, ça a donné envie à pas mal de gens de faire des dessins. Et donc, d'illustrer, de donner vie aux personnages qu'on avait entendus qu'en audio. À la base, moi, je n'avais donc aucune quasiment description des personnages, hein, si ce n'est, je disais à un certain moment que la magicienne était rousse, à un autre moment, je disais que le barbare, il était balèze, que l'ogre, il était vert, etc., etc. Donc, avec ces informations-là, les gens ont commencé à faire des illustrations. On en est venu à faire de la BD avec Marion dans les années 2000. Donc, en 2004, le livre étant sorti en 2005, le premier. Et voilà, ça a commencé à construire l'univers graphique. Moi-même, n'étant pas dessinateur, je ne pouvais pas le faire. Moi, je sais juste faire des cartes, en fait. En 2004, donc c'était à peu près à la même période, je me suis dit que là, on commençait à vraiment marcher dans le transmédia à grands pas, puisque je commençais à avoir des images. Et là, je me suis dit, il me manque du texte. Donc, en fait, j'ai commencé à faire l'encyclopédie que vous voyez ici. L'encyclopédie, elle est toujours en ligne. Je l'ai refait depuis le temps.
L'encyclopédie Nullbuck, c'est un travail de rédaction sur tout un tas de bidules qui, en fait, ne rentrent pas dans les autres formats. Alors, à quelques exceptions près, puisqu'il y a des articles de l'encyclopédie qui viennent de romans, puisque à la fin de mes romans, je mets des annexes qui sont justement des annexes encyclopédiques, ou alors certains articles de l'encyclopédie ont été réutilisés pour faire de la BD avec les arcanes de Nullbuck. Sachant que ce qui est écrit dans l'encyclopédie n'est pas quelque chose qui est à part. Ça fait vraiment partie du travail transmédia. C'est-à-dire que quand j'écris quelque chose dans un roman, c'est en m'assurant que c'est évidemment cohérent avec ce qu'il y a dans l'encyclopédie. Et inversement, quand j'écris quelque chose dans les romans, je le remets dans l'encyclopédie ensuite, ou pas, mais en tout cas, je sais que je peux le mettre. Voilà. Donc, on a diverses rubriques. Bestiaire, on parle des monstres. Géographie, on a des cartes, etc. Histoire, ben, on a l'autre côté de la géographie, donc ce qui s'est passé où, à quel moment. La littérature, on a quelques textes. Ensuite, on a des rubriques un petit peu étranges avec du matériel dans lequel on va décrire des choses qui apparaissent dans les formats audio notamment. On a les musiques avec les paroles des chansons. On a la sorcellerie et la théologie. Donc là, on va parler de la magie et des dieux et des divinités et des cultes de la Terre de Fang qui sont nombreux et grotesques parfois. Voilà, et donc cette rubrique-là, l'encyclopédie, voilà, ici on a notamment un Brobifan illustré par Guillaume Albin. Voilà, dans l'encyclopédie, on commençait à avoir des illustrations et du texte. Et je n'ai pas tout écrit moi-même, mais on a pratiquement 400 articles. J'ai des copains à moi qui ont travaillé parce qu'ils avaient plein d'idées, puis qui c'était aussi des gros fans, qui ont travaillé dessus, et notamment Stéphane, qui est le scénariste de l'Amulette du désordre. Voilà, donc, ce n'est pas par hasard qu'il s'est retrouvé scénariste sur mon jeu vidéo. On a Ophélie Bruno, qui est maintenant auteur. On a Zaz, qui est également auteur, etc. Donc, ce sont des gens qui ont travaillé même parfois à leur début sur l'encyclopédie. Les romans donc, sont arrivés à mi-parcours, à peu près en 2008. Donc, les romans, en fait, ça densifie énormément ce qui était dans les épisodes MP3 en rajoutant toute la dimension géographique, en rajoutant des descriptions, en rajoutant tout ce qui se passe hors du champ de la caméra, en fait, avec notamment des incursions dans le bureau de Zangdar, que je n'avais pas forcément fait au niveau de l'audio parce que tout n'était pas intéressant dans le bureau de Zangdar. Voilà, donc j'ai rajouté beaucoup de détails. Et ça, les romans, c'est un peu le milieu de la pyramide, dans le sens où c'est plus détaillé que le reste. Et à partir de la saison 3, c'est devenu en fait la base de tout ce que je faisais sur Nullbuck. Alors pourquoi? Parce que notamment, il n'y a pas de contraintes techniques dans les romans. C'est-à-dire que vous n'êtes pas limité ni par le budget, ni par qu'est-ce que vous pouvez faire techniquement à l'image, ni par le nombre de personnages. En fait, on est limité par rien. Donc, c'était pour moi le meilleur format pour servir de base. Les autres étant un petit peu des adaptations en fait, du roman. Et évidemment, le jeu de rôle qui est devenu en fait avec le temps la base de la pyramide, puisque dans le jeu de rôle, on retrouve tout ce que j'ai écrit ailleurs, plus un énorme tas de choses que je n'ai mis nulle part ailleurs que dans le jeu. Vous avez vous avez donc un grand nombre de lieux qu'on n'a jamais visités, ni dans l'encyclopédie, ni dans les romans, ni ailleurs. Enfin, dans l'encyclopédie, on en parle un peu, mais je n'ai pas pu tout détailler encore. Vous avez des personnages dont on n'a jamais entendu parler, notamment, on sait qui est le boucher de Val-Tordu, par exemple, qui est une petite ville qu'on retrouve dans la saison 1. Dans le jeu de rôle, vous le savez. Dans les autres, vous ne le savez pas forcément. Donc, c'est ce qui est le plus détaillé. Vous avez notamment des livres complets avec tous les sortilèges. Alors, les sortilèges que moi, j'avais lancés en audio, vous allez en connaître 5 ou 6, le tourbillon d'Oisa, la gifle de Namzar, etc. Vous allez en connaître un petit nombre si vous suivez l'audio. Dans le jeu de rôle, il y en a des centaines de fois plus.
Vous avez pareil pour tout ce qui est théologie, les prodiges. Donc, il y a un certain nombre de dieux qui ont leurs prêtres et leurs paladins avec leurs prodiges dedans. Vous avez des villes. Donc, par exemple, quand je passe dans un roman, si je n'ai pas le plan de la ville en question, en fait, je le fais. Et si je l'ai, je l'utilise. Donc, quand vous suivez le jeu de rôle, si vous ouvrez un plan de Glarg, vous trouvez une rue dans laquelle est passé le groupe d'aventuriers, parfois 10 ans auparavant, dans une aventure audio ou dans un roman. Voilà. Donc, ça, c'est en fait, ça boucle mon travail en forme de pyramide, en quelque sorte. Qu'est-ce que j'avais là? En fait, voilà. Donc, à partir de ça, je reviens en arrière parce que en fait, je viens que j'ai cliqué très chaotiquement. Voilà, donc il y a des interactions, comme je l'ai dit, entre les différentes structures de narration. Hein. Le jeu de rôle enrichit les romans enrichissent le jeu de rôle, et tout ce qui est dans les romans remonte dans l'encyclopédie, dans la BD, parce qu'à partir de la saison 3, la BD a été adaptée des romans, dans les bonus audio, dans les chansons, dans les épisodes MP3. Et évidemment, les épisodes MP3 vont piocher partout, absolument partout. Quand j'ai besoin d'un sort, je vais piocher dans le jeu de rôle. Quand j'ai besoin d'une description de lieu, je vais piocher dans le roman, etc. Ça a donné lieu, alors le contenu assez dense que j'avais à la base a donné lieu à plusieurs projets. Le jeu vidéo, la série animée, les jeux de société. Le jeu vidéo, en particulier, s'est grandement appuyé sur tout le travail du jeu de rôle, puisque lui, il avait la dimension ludique qui a été intégrée. Et donc, vous avez sur les formats et contenus, il y a donc les différents médias ont donc un intérêt pour moi d'être partagés, hein, notamment pour tout ce qui est audio, les voix, la musique, l'ambiance, les concepts et un certain nombre de gags. Je mets facile d'accès parce qu'en fait, moi, j'écris pour les adultes, mais j'ai des jeunes, même à partir de 4-5 ans, des fois, selon que les parents sont aventureux ou pas, et qui suivent les aventures, et donc des gamins très jeunes qui n'étaient pas du tout le public de base, qui suivent le donjon de Naheulbeuk. Au niveau de la BD, on a une tendance graphique, etc., et aussi une facilité d'accès. Sur l'encyclopédie, alors là, on a vraiment une plateforme qui est pour on va dire, les fans hardcore. C'est-à-dire que quand quelqu'un va se poser la question de pourquoi Schnafon existe, eh bien, ça ne concerne pas beaucoup de gens, mais ça concerne des gens, puisque les articles de l'encyclopédie ont eu vraiment beaucoup, beaucoup de vues. Et donc, ce genre d'information peut être trouvé dans l'encyclopédie. De la même façon, si vous faites du jeu de rôle et que vous avez envie de monter un scénario, vous allez directement dans l'encyclopédie, parce que si vous voulez monter un scénario sur une certaine ville, vous allez regarder et vous allez potentiellement trouver une description et des informations dedans pour commencer votre travail. Voilà. Donc, dans le roman, on a une histoire densifiée avec beaucoup plus de détails, des personnages plus développés. On en sait beaucoup plus sur la psychologie des personnages dans les romans parce que j'ai mis en place des bulletins cérébraux où en fait les personnages racontent un peu ce qu'ils pensent à certains moments. Et ça permet de vraiment voir ce qu'ils ont dans le crâne, entre guillemets. Voilà. Et donc, voilà, pour le jeu de rôle, on a densité, jouabilité, des règles, à la fois les lois physiques, on va dire, entre guillemets, qui régissent la Terre de Fang, des cartes, des plans, on a une grande diversité, un niveau de détail élevé, l'interactivité et une grande durée de vie, puisque c'est le jeu de rôle, on peut y jouer rien qu'en Terre de Fang pendant des années, et ensuite on peut sortir de la Terre de Fang, aller dans les extensions de territoire que je n'ai pas fini de faire d'ailleurs. Je vais vous montrer 2-3 choses amusantes en matière de transmédia. On a notre propre monnaie en de papier. Alors, nous, en jeu, on utilise des pièces d'or, etc. Mais en contenu ludique palpable sur table, donc j'ai fabriqué en infographie des billets qui représentent des pièces d'or, en fait, puisque ce sont des billets libellés en pièces d'or. Bon, c'est un des gadgets. Ici, j'ai un truc. Alors,
le faire glisser là. Ça, c'est le calendrier perpétuel de la Terre de Tang, où je note toutes les dates importantes de ce qui s'est passé, à la fois des choses qui peuvent être très intéressantes ou marquantes et des choses absolument sans intérêt. Mais à un moment donné, dans un de mes écrits, j'ai dit à telle date, il s'est passé tel truc. Vous retrouvez ça dans ce calendrier perpétuel qui est disponible dans l'encyclopédie. Vous avez, je vais vous montrer donc ce que ça a donné avant de terminer l'allocution. Voilà, en matière de transmédia, le mélange des métiers dont j'ai parlé, donc l'écrit, le graphisme, la musique, etc., ça donne le jeu vidéo L'Amulette du désordre. Donc voici quelques screenshots si vous ne les avez pas vus déjà. Voilà, donc on a modélisé le donjon. Il a été un petit peu transformé, évidemment, parce qu'il fallait notamment lui donner une beaucoup plus grande échelle que ce que j'avais fait dans les plans de jeu de rôle. C'est un jeu en tour par tour, donc on a pas mal de tactiques à développer pour s'en sortir. Et là, vous avez les aventuriers avec divers équipements, évidemment, qu'on glane au fur et à mesure de l'aventure. Ça, c'est une séquence de combat. Là, on est dans des couloirs nains. Voilà, et là, on est au niveau avec du matériel épique. Voilà, donc là, la fin du transmédia, enfin la fin, c'est pas la fin de mon travail, mais l'aboutissement du travail transmédia, en fait, ça a donné ce jeu. Et alors évidemment, c'est pas moi qui ai fait le jeu, hein, c'est le studio Artefact de Lyon qui a porté tout le projet. Mais j'étais là à toutes les étapes, on va dire, et un petit peu sur tous les métiers pour développer ce truc. Eh bien, hop, je pense que je vais peut-être arrêter de jacasser pour le moment et revenir à un petit côté plus proche de la maison. Alors, je crois qu'il y avait, Hugo m'avait dit qu'il y avait une petite séquence questions-réponses peut-être. Oui, tout à fait. Alors voilà, comme j'ai beaucoup parlé, c'est peut-être le moment. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, évidemment, à prendre la parole aussi, ou à les écrire. Je relèverai les questions. Ouais, je veux bien poser une petite question. Je ne sais pas si on m'entend. Ouais, je t'entends. Oui, super. Déjà, merci beaucoup. C'était super intéressant. Puis si vous voyez dans le chat, on est tous beaucoup et très très fans depuis très longtemps de cette saga. Ah, c'est ça. Oui, mais j'ai pas suivi le. J'étais un peu dans mon truc, hein, je dois dire. Non, mais justement, c'est pour ça que je le dis maintenant. Je compte sur Hugo pour suivre et me dire s'il y avait des questions. Mais j'avais surtout des remarques de souvenirs de collège et de lycée en train de s'échanger des clés USB ou des CD gravés. Mais alors, ma question, sinon pour revenir à ça, c'est une question un peu, on va dire, économique, c'est-à-dire que le transmédia est super passionnant dans votre travail et très complet. On voit que c'est une passion, c'est un métier passion évidemment que vous faites. Et en même temps, est-ce que c'est pas aussi un moyen justement d'arriver à vivre de sa passion? C'est-à-dire que le web était gratuit, la saga audio est gratuit, il y a beaucoup de contenus qui sont gratuits, mais il faut bien aussi parfois, si on veut en vivre, il y a le groupe et il y a les livres, etc. C'est aussi un moyen peut-être, alors ce qu'on appelle ça, nous, les chercheurs qui travaillent sur les fans, l'économie du fandom, c'est-à-dire trouver une niche qui permet pas besoin d'avoir des millions de gens qui achètent votre truc, mais s'il y a des gens assez engagés, assez fans, eh ben on peut vivre de ça. Est-ce que ça fait partie aussi de ça, le transmédia? Oui, alors effectivement, c'est vrai qu'avec les. Moi, j'ai jamais voulu monétiser quoi que ce soit sur Internet. Donc, même actuellement, ma chaîne YouTube, qui a pas mal d'abonnés, elle n'est pas monétisée. Parce que j'aime pas la pub, donc déjà de base. Donc, effectivement, j'aurais pas pu faire tout ça sans le soutien du fandom, qui était très vite gros. En fait, à l'époque, en 2000, on n'avait pas de réseaux sociaux ni rien. Hein, donc, il faut remettre tout ça dans un contexte. Le donjon de Nullbox s'est fait connaître par le bouche à oreille, par des forums, notamment les forums de jeux vidéo d'Arcade of Camelot et EverQuest, qui ont passé mes liens. Et quand la première BD est sortie en 2005, ça a été un hit tout de suite parce que les gens, ils avaient suivi ce travail-là. Et donc, ils ont suivi aussi le travail BD, même si c'était une adaptation en fait assez fidèle. Hein. On retrouvait sur les saisons 1 et 2, c'est vraiment pratiquement la même chose que l'audio.
On savait que ça pouvait intéresser des gens, mais on ne s'attendait pas à ce que ça en intéresse autant. Donc, effectivement, le soutien du fandom, alors, économiquement parlant, sans le transmédia, moi, j'aurais sans doute arrêté en 2005, en fait, parce qu'après, alors déjà à l'époque, je travaillais en entreprise. En plus, je faisais le donjon de Nullbuck le soir après le boulot. J'aurais pas pu tenir à ce rythme pendant toutes ces années, en fait. Ouais, merci. Voilà. Mais ouais, il y a des médias, dans le transmédia, il y a des choses comme la musique, par exemple, qui sont. En fait, on le fait plus pour le plaisir, hein, parce que gagner de l'argent avec de la musique qui ne soit pas de la pop, c'est extrêmement difficile. Donc, bon, on a vendu des disques, etc., mais on est un groupe avec beaucoup de gens, donc on ne peut pas dire qu'on soit vraiment enrichi à faire de la musique. Par contre, on s'est enrichi personnellement dans le sens de la recherche musicale et du nombre de voyages qu'on a fait, etc. Et ça, ça n'a pas de prix, en fait. Y a-t-il d'autres questions? Oui, bonjour. Moi, j'aurais une question qui en fait rejoint celle de David Perron par rapport au jeu vidéo qui me semble est sorti, je crois l'année dernière, ou enfin il n'y a pas très très longtemps. Oui, en septembre, oui. Voilà. Et du coup, justement, c'était pour savoir si au niveau des retours, au niveau des téléchargements, des achats et des retours du public, quel type de public enfin, est-ce qu'il n'y a que des gens qui connaissaient déjà, par exemple, le Donjon d'Albuquerque auparavant, ou est-ce qu'il y a un renouveau des gens qui auraient consommé ou acheté ce jeu vidéo du coup? Alors là, c'est sans doute la première fois où on va toucher des gens qui ne connaissent vraiment pas Nullbuck. D'ailleurs, enfin, ça s'est déjà produit du coup, puisque c'est sorti, c'est sorti depuis maintenant 6 mois, et notamment dans le monde anglophone et même dans d'autres pays, hein. On a des joueurs un peu sur toute la planète, parce que le jeu a été traduit en anglais, je crois il a été traduit en allemand. Donc là, on a beaucoup de gens qui découvrent la licence. Alors, avant qu'ils se rendent compte de tout ce qu'il y a derrière, il va se passer du temps, parce que pour l'instant, on a juste un jeu. Donc, ils ont voyagé dans le donjon qui représente, je ne sais pas, 0,5% de ce que j'ai écrit, on va dire, même pas. Donc, là, en fait, on est en train de mettre les pieds, effectivement, dans un tout nouveau public. Enfin, on ne met pas les pieds dans le public, parce que ça, c'est Chuck Norris. Mais en fait, on va toucher pour la première fois un public déjà qui n'est pas francophone. Et en même temps, on a aussi le monde du jeu vidéo qui est quand même très, très vaste. On sait que sur les gens qui ont pris le jeu, il y en a plein qui n'étaient pas du tout au courant de l'existence de Nullbuck avant. Et pour le moment, bah, ça se passe plutôt bien parce que les retours sur le jeu lui-même, on était à, je pense, à 92% de commentaires positifs sur Steam la dernière fois que j'ai regardé. Ça, ce sont juste des joueurs, hein, ce n'est pas des journalistes. Donc, moi, je trouve ça très, très bien. J'ai l'impression d'avoir fait un travail correct, plus que correct même. D'accord, merci. Voilà. J'aurais juste une petite question à propos de justement des fan arts que vous disiez avoir reçus au début beaucoup. Est-ce que vis-à-vis de votre travail ensuite sur les bandes dessinées et tout ce qui est de plus visuel ensuite, est-ce que vous vous êtes inspiré des fan arts qui vous ont été envoyés dès 2001, 2002? Alors, ben, moi, personnellement, je ne suis pas dessinateur, donc je ne peux pas répondre tellement à cette question. Alors, on a eu vraiment beaucoup de choses, hein. À l'époque, je recevais tellement de trucs qu'en fait, j'avais fait un site qui d'ailleurs a fermé il y a quelques années parce que, bon, maintenant, c'était plus tellement nécessaire. Mais il y avait un site de partage qui s'appelait L'Art du Donjon, qui était tenu par deux fans qui avaient fait un site avec une base de données, etc., et qui réceptionnaient en fait, les œuvres que les gens envoyaient quotidiennement, parce que moi, je ne pouvais plus suivre, en fait. Je recevais tous les jours des elfes, des nains, et puis je parle de ça, c'était de tous les niveaux, quoi. Il y avait des illustrateurs professionnels jusqu'à des enfants en 6e qui faisaient des dessins sur un cahier et qui envoyaient en fait leurs œuvres à l'Art du Donjon. Donc, on a eu une espèce de galerie comme ça, très, très étrange et disparate, mais très sympa, avec beaucoup de choses, des cartes, enfin, beaucoup de personnages, évidemment, mais pas mal d'autres trucs, des petites scènes de la vie quotidienne, etc. Et même des photos de gens en costume aussi, pas mal. On retrouve du cosplay
d'ailleurs sur pas mal de salons maintenant. D'accord. Merci beaucoup. Mais du coup, oui, ça ne m'a pas inspiré personnellement, puisque moi, je ne dessine pas. Oui, moi j'aurais une petite question concernant la formalisation juridique de tout ce fabuleux travail. Donc, comment ça s'est réglé, la question des droits d'auteur? Alors, le droit d'auteur, c'est très simple. En France, de base, on est protégé par Enfin, les droits d'auteur sont protégés par la preuve d'antériorité, tout simplement. Donc, moi, je ne me suis pas cassé la tête plus que ça. C'est-à-dire que je suis protégé de base, donc je sais que enfin, si je sors un roman, le roman, il est enregistré. Donc, voilà, il y a mon nom dessus. On sait que c'est moi qui l'ai écrit. Après, je n'ai pas besoin de plus que ça, en fait. Donc, ça veut dire que toutes les personnes qui contribuent sont dépossédées de leurs droits d'auteur. Alors, moi, je n'utilise pas le travail des gens qui contribuent, en fait. C'est pas ce que représentait la pyramide. Non, parce que toute la pyramide, c'est ce que j'ai fait moi, en fait. Oui, mais le jeu de rôle gratuit à la base, il est nourri d'un ensemble de choses. Alors, le jeu de rôle, en fait, il a une partie qui est nourrie par les gens. Ça, c'est la partie contribution. Moi, je n'utilise pas les contributions, par exemple, quand j'écris un roman. J'utilise mon travail à moi. La contribution, c'est pour les joueurs de jeux de rôle. Par exemple, quelqu'un va dire, il va écrire une contribution pour pouvoir jouer un troll. Ça, c'est une contribution. C'est quelque chose qu'il offre à la communauté. Moi, je le fais passer sur mon site, mais moi, je ne l'utilise pas en tant qu'auteur, en fait. Très bien, mais alors, ce travail contributif n'est pas libre de droit, parce que juridiquement, ça n'existe pas, libre de droit. Il y a toujours des droits d'auteur qui s'appliquent. Donc, c'est la question pour laquelle je posais, c'est la raison pour laquelle je posais cette question relative aux droits d'auteur. C'est-à-dire, sous quel régime de droit d'auteur? Par exemple, est-ce que le choix d'une licence libre aurait pu être approprié? En fait, on ne s'est pas posé la question puisque c'est gratuit. Donc, moi, si je fais du travail, on va dire, dans un document payant, comme le bestiaire du jeu de rôle Naëlbuck, dedans, il n'y a que des œuvres que moi, j'écris ou les personnes qui ont travaillé sur le livre et qui sont créditées dans le livre ont réalisé. On ne va pas mettre du travail de quelqu'un qui a fourni du travail gratuitement et qui le distribue gratuitement. Donc, les droits d'auteur quand on dit droits d'auteur, en fait, c'est parce qu'on est payé pour ces droits. Et non, droit d'auteur, ça concerne toute création à partir du moment où l'expression de la personnalité est inscrite sur un support. Voilà. En fait, nous, on travaille au niveau les personnes qui proposent des choses sur le site du jeu de rôle sont créditées. Il y a leur nom dessus, etc. Après, ça s'arrête là puisqu'il n'y a pas d'exploitation commerciale, donc on ne va pas plus loin dans le concept. D'accord, merci pour votre réponse, mais je vous indique qu'il y a là quand même un point aveugle qui est assez abyssal, parce qu'à un moment donné, cette question-là va se déclarer, et ça a été justement l'objet des licences libres pour pouvoir formaliser ça juridiquement, notamment avec les produits numériques. Oui. Après, je pense que la plupart des gens qui viennent proposer des trucs sur mon site s'en fichent. Ouais. Et s'ils ne s'en fichent pas, rien ne les empêche de eux-mêmes mettre une licence libre, enfin de même déclarer quelque chose sur leur travail, mais à part du mien. Ouais. Je vais mettre dans le chat, justement, j'ai trouvé des chansons sous licence copyleft Creative Commons by SA. Je le mets, c'est un PDF qui a pas mal de chansons, qui est une sorte de reprise comme ça. Et là, c'est formalisé juridiquement. Et c'est ça qui est… pardon d'insister, mais ça me semble quand même intéressant pour la solidité, pour la pérennité et pour la réalité du travail collaboratif, de pouvoir être clair sur ces questions juridiques. Alors là, je ne connais pas ce lien, mais il faut être sûr que les gens ne sont pas allés déposer en Creative Commons des choses qui ne l'étaient pas. Oui. Alors d'ailleurs, c'est le cas parce que je vois que là-dedans, ce sont nos chansons. Donc en fait, ça c'est grave parce que nous, nos chansons, on n'a jamais dit qu'elles étaient en Creative Commons.
Ben oui, mais voilà, c'est ça, c'est le problème du flou juridique finalement. Quand les gens ne sont pas avertis précisément par le régime juridique, ils pensent que c'est gracieux. Et... Non, non, alors là, je ne suis pas d'accord. Les gens, c'est à eux de se poser la question. Ben oui, mais il Parce faut que que ce soit mis noir sur blanc. comme vous l'avez dit au début, tout est sujet à des droits d'auteur. Ben oui. Donc, le fait parce qu'ils auraient pu faire ça avec n'importe qui. Ils prennent une chanson de Dalida, ils copient les paroles et ils les mettent sur un site et ils disent ça, c'est du domaine public ou c'est libre de droit ou c'est du Creative Commons. Qui les en empêche? Donc là, en fait, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle nous, on a été obligés de passer sous un établissement américain qui gère les droits musicaux, c'est que plein de gens mettaient en ligne nos musiques et les monétisaient sur leur chaîne et gagnaient donc de l'argent avec. Oui, sûrement. Ouais. Alors là, évidemment, quand on fait le Creative Commons, ce n'est pas pour gagner de l'argent. Alors là, moi, ce que je comprends, c'est que ce sont les partitions, en fait, tablatures qui sont considérées sans doute comme Creative Commons, parce que je regarde le document. Ouais. Alors, effectivement, nous, on n'a pas déposé quoi que ce soit dans les partitions elles-mêmes, puisqu'on n'en utilise pas. Donc, il faudrait voir au niveau de la précision. Hein. Mais voilà, aller déposer, enfin déposer entre guillemets, mais aller déposer des choses qui n'appartiennent pas à la personne sous une licence parce qu'on pense que c'est comme ça, ça, c'est un gros problème d'Internet en général, parce que les gens mettent en ligne des tas de trucs sur Internet tous les jours qui ne leur appartiennent pas. Moi, j'ai des gens qui ont mis mes épisodes en ligne et qui les monétisent. Ah ouais. Moi-même, je ne le fais pas. Donc, c'est quand même grotesque. Tout ça parce que je l'ai mis gratuitement, ça ne veut pas dire que je l'ai mis gratuitement en ligne, ça ne veut pas dire que ça leur appartient. Oui, tout à fait. Ouais. Un autre lien qui pose ce problème-là, enfin, qui présente le jeu et qui invite donc les rôlistes à préférer d'autres jeux qui sont clairement sous licence libre, précisément pour cette raison-là, que les choses sont d'emblée claires d'un point de vue de ce qui va faire un travail collaboratif quand même. C'est ça le problème, c'est qu'il y a quelque chose de commun qui s'offre. Moi, je ne dirais pas gratuitement, je dirais gracieusement. Et les licences libres sont là quand même pour faciliter cette compréhension du travail trans-auteur, dirais-je. Ouais. Bah, enfin, moi, je veux dire, si les gens, ça les inquiète, ils peuvent tout à fait aller jouer à d'autres jeux. Non, mais voilà, moi, j'oblige personne. Hein. D'ailleurs, j'ai obligé personne à faire de la contribution non plus. Les gens, ils ont eu envie. Ouais. Moi, j'ai fait 95% au moins du travail du site web, je l'ai fait tout seul. Donc, si vous n'avez pas publié des trucs, ça n'aurait rien changé pour moi. Donc, si ce n'est que je me sentirais un peu seul, parce que là, l'avantage, c'est que quand on m'envoie quelque chose, je sais que je ne travaille pas dans le vent déjà. Mais voilà, bon, les gens, s'ils veulent absolument des sites sous licence, des jeux sous licence libre, eh ben, ils y vont. Moi, j'estime qu'avec 10 ans de boulot, je ne vais pas laisser n'importe qui faire n'importe quoi. Peut-être une autre question? Ouais, moi j'aurais peut-être une petite question. Bonjour John. Ouais, bonjour. Merci beaucoup pour la super présentation. Moi, c'était plus en termes de gestion de tous ces projets et puis de liberté artistique. Comment ça se passe en fait? Est-ce que, enfin, tu en as parlé un petit peu dans ta présentation que tu chapeautais ou que tu suivais, mais quelle liberté il y a pour les gens enfin, est-ce que tu es ouvert à toute proposition ou est-ce que tu tiens vraiment à chapeauter? Est-ce que tu penses que tu as besoin aussi de chapeauter tous ces projets de manière à ce que ça reste cohérent? Parce qu'on voit quand même qu'il y a une grosse cohérence justement dans tout l'univers. Et qu'est-ce que ça pose comme difficulté justement de garder cette cohérence? Alors, c'est une très, très bonne question parce qu'en fait, j'ai sorti quelques projets, hein, mais j'en ai refusé 10 fois plus. Je refuse constamment des choses de gens qui me proposent de lancer des projets, etc. D'une part, parce que je n'ai pas envie de matraquer les gens, un peu comme fait par exemple Star Wars,
en mettant des machins partout avec le nom Donjon de Nullbuck. Et d'autre part, parce que j'ai travaillé effectivement pendant 20 ans sur la cohérence d'un truc, c'est pas pour le mettre en l'air en filant les droits à quelqu'un. Par exemple, de sortir quelque chose, parce que je le sais, vu que je l'ai déjà vu, que dès que je le fais, les gens ils sortent de ce que moi j'ai dans l'idée pour faire autre chose. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai tenu à travailler sur les scénars de la série télé, que vous ne connaissez pas encore, mais j'espère qu'un jour vous la verrez. J'ai travaillé là parce que même si les gens ils avaient écouté mes trucs et tout, au bout du 2e épisode, ça partait déjà en live en prenant des libertés de scénaristes, entre guillemets, qui n'avaient aucune cohérence avec l'univers écrit. Et donc, j'ai recadré tout du début à la fin. Et bon, au bout d'un moment, l'équipe a bien compris. Donc, ça s'est très bien passé. Le jeu vidéo, ça s'est encore mieux passé parce que là, j'avais déjà l'expérience. Donc, on l'a expliqué dès le début. Et en plus, eux, ils avaient une vraie volonté de suivre la cohérence depuis le début. Mais non, alors effectivement, je ne laisse pas les gens travailler sur la licence Nullbuck sans les connaître personnellement, déjà. Et en tout cas, pas pour des produits payants. Alors, il y a plein de gens qui font des trucs gratuits. Si vous cherchez sur le net, il y a eu des jeux vidéo gratuits, il y a eu des fanfictions, il y a eu tout un tas de trucs. Moi, je ne vais pas emmerder le monde. J'estime qu'un truc écrit par un auteur, ça a le droit d'être vivant. Et après tout le monde fait des fanfics de plein de trucs. Et je ne vois aucune raison de me fâcher avec les gens pour ça. C'est très, très bien, ça fait vivre l'univers. Le jeu de rôle en lui-même fait en sorte que chaque partie, déjà, les gens recréent quelque chose dedans. Mais voilà, moi, je refuse énormément de choses. Et c'est comme ça que je garde la cohérence, en fait. D'accord, super, merci beaucoup. Eh bien, de rien. Ben, je crois qu'on a fini parce que je ne voudrais pas dépasser le temps pour l'intervenant suivant. Alors, je regarde s'il est connecté et le cas, pendant ce temps-là, on a encore le temps d'une question ou deux. Ah. Eh bien, je suis preneur. Alors, si nous n'avons pas plus de questions, Malek est bien présent dans la salle. Donc, je vais le présenter et lui. Eh ben, ouais, bah, du coup, bon, ça veut dire que j'ai bien expliqué. Alors, merci à tous pour l'invitation. J'espère que j'ai apporté des choses à vos études sur le sujet transmédia. Et puis, voilà, je vous dis bon courage pour la fin du colloque et puis à bientôt, surtout. Merci Merci. pour ta présence, en tout cas, John. Merci. Merci de journée.